Si l'Empéry m'était compté 1 à Salon de Provence 13 300. Interview de Robert Messon par Marco Bruna 13 300. Le 16 juillet 2014. Partie C. Alors bon là symboliquement c'est une écurie à peu près. On y retrouve là une bonne partie des cavaliers. Première République et la particularité de cette scène-là, c'est que il y a une selle très particulière dont il manque son couvre-sel pour bien montrer le détail de la selle à la hongroise. C'est-à-dire, cette selle, elle est surélevée à l'arrière et légèrement surélevée à l'avant et forme une espèce de siège particulier où on ne peut s'asseoir que difficilement et que dans de courts moments parce que c'est assez inconfortable, mais par contre elle a l'avantage, c'est que elle permet une grande souplesse de manœuvre dessus, à côté de la grosse selle de cavalerie que vous voyez là sur la droite, avec évidemment ses porte-manteaux, le manteau plié dessus, le porte-manteau qui est là. Là, c'est la selle à la hongroise qui va très bien avec le cavalier à côté, le hussard. Parce qu'ils avaient les jambes tendues et ils étaient presque debout sur le cheval et presque debout, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais c'est pas spécifique aux Hongrois. On retrouve ça chez les Mongols, on retrouve ça chez les Mongols, on retrouve ça en Russie, chez les Mongols ont des selles extrêmement petites, les Cosaques aussi ont des selles extrêmement petites, parce que c'était un instant de repos, ce n'était pas s'asseoir, ce n'est pas une scène de travail, c'est une scène de combat. Alors que là, par exemple, sur ce cavalier ici, avec la grenade que tu vois ici, je ne sais pas s'ils en parlent, mais bon, là c'est une selle qui permet de s'asseoir et de faire de grandes distances. D'accord. Voilà. Ce qui permet au cavalier de faire vraiment de grandes distances, comme les selles de gendarmerie à l'époque, les selles qui permettaient aux gens de rester toute la journée à cheval. Là, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Là, pour la selle hongroise, c'est une selle plutôt de combat. C'est une selle de combat. Presque debout sur ils sont pratiquement debout. Les étriers. Les étriers sont très longs, très bas. D'ailleurs, ce soir, il a été bien mis, hein. Il est assez bas. Et c'est une selle qui permet le combat debout, tout le temps. Parce que quand tu es assis, tu ne peux pas te mouvoir. Difficilement, le buste il tourne mal. Tu comprends? Alors on retourne sur ça c'est cette pièce-là, je crois qu'elle a disparu. Non, il y est toujours, c'est les salles monarchiques, oui. La deuxième partie des salles monarchiques. C'est les salles monarchiques? Avec chevalier Antoine de Serim, officier au régiment du Dragon du Roi 1772. Voilà. Peinture alors là, elle est particulière cette salle. Bon, tout ce qui est dans les vitrines c'est facile, hein, mais par contre, c'est la salle qui est particulière. Salle jumelle? C'est deux salles jumelles. Et derrière cette vitrine ici que tu vois, et là, il y a des gravures dans la pierre qui représentent des blasons, sculptés dans la pierre des arcs de voûte. C'est pas la salle précédente, Robert? Avec la porte, elle est où là? Elle est là, la porte? C'est la deuxième salle, c'est ça. Ah, c'est la deuxième, c'est la première. Ouais. Dans la première. Toi, tu ferais plus allusion dans la première salle. Voilà, dans la première salle, oui. Avec trois écussons, effectivement, dans la pierre, plutôt par des prisonniers du XVIIe siècle, peut-être? Ah non, ça a une histoire là. Il y a une fenêtre au fond de cette pièce.
une fenêtre. Maintenant, peut-être elle a été bougée, mais il y avait une fenêtre et des barreaux. Et en dessous de cette fenêtre et les barreaux, il y avait le lavoir du quartier. Le lavoir, en dessous. Maintenant, il y a à la place le transformateur électrique. Et les femmes du quartier venaient laver leur linge là. Et dessus cette fenêtre, il y avait Casimir de Pologne. Et lui, il était seul. Et il parlait aux femmes du quartier. C'était une prison isolée, voilà. Pour les prisonniers un peu très embêtants. Et de Marc. Et c'est lui qui a fait une partie des gravures dans la pierre. Alors, si j'ai bonne mémoire, Robert, il y a quelque chose à thème religieux, quelque chose à thème païen, et l'exécution du duc de Savoie. Voilà. Alors, celle d'en bas, si j'ai bonne mémoire, un peu plus religieux, avec la croix au centre, une espèce de coupe, de chaque côté, deux crosses papales, et surmontée d'une mitre. Je suis l'archevêque, oui. Dessus, et c'est peut-être important, le côté un peu plus païen, avec des serpents, des raisins, des fleurs, des oiseaux. Oui. Peut-être un peu plus païen qui est dessus, va savoir qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Et dessus l'écution du duc de Savoie. C'est lui qui aurait sculpté ça pour passer ces moments, quoi. Et là, il y a une anecdote qui se trouve dans les archives de la ville et que tu peux retrouver sur le Gimont. Parce que Gimont en a copié une partie. Hein, où les femmes qui venaient laver le linge finissaient par insulter les soldats qui gardaient le château, de garder un prisonnier qui se lamentait à longueur de journée, et donc qui se plaignait aux femmes. Et les femmes, bon, qui avaient la langue bien battue à l'époque, ça n'a pas beaucoup changé, mais bon, allaient insulter les gardes du château en disant « Qu'est-ce que vous y faites à ce prisonnier qui est si malheureux et qui est là ?» Et là, le seigneur du château s'est pris peur et il a commencé à envoyer des consignes et on lui a donné l'ordre de faire évacuer le prince de Pologne vers Sisteron, à la forteresse de Sisteron, parce qu'il devenait dangereux de le garder à Salon à cause de la réputation qui s'était faite auprès des femmes comme étant un malheureux torturé. En 1638-1639, me semble-t-il. Alors là, tu le retrouveras facilement sur le Gimont, ça. Et tu verras, c'est intéressant, parce que tu verras qu'il te donne le Gimont, l'emplacement exact. À partir du moment où tu sais où est le lavoir, tu sais où était sa prison. D'accord. Et là, c'est par rapport à ces inscriptions dans le mur qui est voilà. sa prison. Et oui, parce que la fenêtre donnait juste sur le lavoir. D'accord. Tu vois? Ça, merci de ces informations, Robert. Il y a peu de gens qui savent ça, d'ailleurs. Ça, on les a déjà vus. Cela aussi. Cela aussi. Ah, ça, c'est l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique en 1914. Voilà. Alors, donc là, on voit l'armée d'Afrique en 1914, mais on revoit tout le système des zouaves. Hein. Bon, là, la particularité, bon, de ce zouave-là, c'est qu'il est en tenue de travail et en tenue de marche. Hein. Voilà. En blanc. En blanc, et on respecte toujours les vêtements traditionnels de la tribu des Zouaves de l'époque, qui ont beaucoup évolué, mais dont la forme générale est toujours comme elle était à l'époque. Pantalon extrêmement large, bouffant, aéré pour les pays chauds et ainsi de suite, sauf que là c'est une tenue chaude, mais bon, ils ont combattu en Europe. Hein. Le tirailleur algérien, le zouave, en grande tenue, Robert, là, c'était donc de la tribu des Awa, et ils sont venus travailler, se vendre pour la France. Ils ne se sont pas vendus, ils se sont alliés. Là, alliés, excusez-moi. Voilà, ils se sont alliés. Voilà. Et
ils se sont spontanément alliés en 1835, déjà, au départ, quand on a débarqué là-bas. La conquête de l'Algérie, c'est en 1870. C'est grâce à eux qu'on a pu, si tu veux, grâce à tous ces gens, qu'on a pu, évidemment, conquérir l'Algérie. Si ça n'avait pas été les habitants, on n'aurait jamais pu conquérir l'Algérie. La France ne pouvait pas mettre des milliers et des milliers d'hommes pour un pays qui c'est pour la France. Il faut être logique. S'il n'y avait pas eu le peuple, eh ben, avec nous, on n'aurait jamais pu conquérir. Parce que là-bas, c'est un millefeuille un peu, un millefeuille architectural, avec une population très cosmopolite, et c'est très difficile de pouvoir débusquer les personnes qui rentrent là-dedans. Tout à fait. D'ailleurs, bon, là, si tu vois, là, ce zouave-là, qui est le même que celui-là, mais celui-là, c'est un Européen, de visage. Il y avait déjà plus guère de zouaves d'origine, ou pratiquement plus. D'accord. Voilà. La particularité de ce cavalier-là, c'est qu'il y a ici 2 attaches de cuir. Ces 2 attaches de cuir sont une fonction extrêmement particulière. Tu le vois là. Chasseur d'Afrique à cheval? Oui. Tu le vois là, ces attaches de cuir. Oui. Ça a une fonction extrêmement particulière. Alors, pour un Européen, c'est à quoi ça sert? Pour un Africain qui vit dans le désert, c'est vital. C'est quoi? Ce sont des entraves. Ça permet de passer à une patte du cheval ici, une patte du cheval devant. Dans le désert, il n'y a pas d'arbre pour l'attacher. Ah, d'accord. Ce qui fait qu'il a 2 pattes, il ne peut pas courir et partir. S'il se déplace, il fera 100 mètres, mais il ne fera pas 10 km. D'accord, les entraves. D'accord. Et très peu de gens savent ce que c'est ça. Ça, c'est un plus, retiens-le bien. Ouais, les entraves. Ce sont des entraves qu'on a placées la patte arrière, la patte avant. Pour le chasseur d'Afrique à cheval. Voilà. Ou 2 pattes avant, ou voilà. Tu vois, pour éviter que le cheval s'éloigne trop. Ouais. Et dans le désert, tu fais comment? Tu l'attaches au grain de sable, tu peux pas. Alors, donc, voilà. Ils utilisaient les entraves. Ils avaient des morts spéciaux. Oui, ils avaient des morts spéciaux où passer la langue. Alors ça, ce sont des morts en arrondi, parce que ces chevaux là-bas ont la particularité d'être extrêmement vifs et qui mordent. Ils mordent énormément. Tu passes à côté, un coup de dent, ils te la voient facilement. Alors pour cela, il y avait au bout du mort un anneau, un gros anneau. Voilà, on passait la langue dedans. Ce qui fait que quand il fait ça, ça y remonte la langue, il ne peut pas mordre. Ça lui donne pas envie de mordre. C'est typique aux chevaux arabes. C'est un peu des pièges pour la bouche du cheval. Hein. Oui. Oui, mais bon, maintenant on n'utilise plus ce genre de mort, mais à l'époque c'était indispensable pour eux. Voilà, là, c'est la salle où avec le colonel. Avec en bas, il y a le plastron de cuirasse d'officier traversé par un boulet provenant du champ de bataille Essling Wagram 1809. Oui, c'est exact. Alors ça, c'est la salle dite du jeu de paume, ou d'escrime, qui est en haut. Maintenant, je ne sais plus. C'est la première empire, donc. Le chevalier Antoine d'Esserémy est toujours au rez-de-chaussée. Ah, il est au rez-de-chaussée. Il est dans la salle monarchique. Ah bon. Maintenant. Ah oui, ça a dû changer. Ça a dû changer. Bon, voilà. Parce que cette carte postale, c'est une carte postale ancienne. Oui. Et c'est dans ce fameux mur-là qu'il y a les marches d'escalier qui s'arrêtent là. Que le Seigneur venait écouter. Alors là, bon, c'est tout un échantillonnage classique. Hein. De la cuirasse avec le boulet n'a pas été récupéré par le musée de l'armée alors. Non, il est toujours là, au château d'Ampéry, mais c'est bizarre qu'on ne la voit pas sur cette... Elle avait été prêtée à ce moment-là, ou de restauration, allez savoir. Non. Bon, là, c'est là, on a déjà vu aussi. C'est là aussi. Ça, ce
sont des petites figurines qui ont été peintes dans les règles de l'art d'ailleurs, parce que elles sont impeccables, représentant aussi bien les hussards que les infanteries, là aussi. On n'a pas trop parlé du sapeur d'infanterie de ligne, Robert, peut-être. Le sapeur. Tu peux nous en toucher deux mots? Alors, le sapeur, c'était tout simplement l'homme qui était l'homme à tout faire. Sous Napoléon Ier, c'était l'homme à tout faire. Alors, non seulement c'était un combattant, mais c'était l'homme à tout faire. C'était lui qui devait faire, par exemple, réparer les ponts, faire des ponts de bateaux pour faire passer l'armée. Il avait un rôle tout à fait stratégique. Et donc, en général, c'était des charpentiers, c'était des hommes de métier, qui avaient un vrai métier, n'étaient pas sapeurs qui veut. Hein, c'était donc des gens qui avaient un rôle très important, qui aussi pouvaient construire tout ce que l'on demandait. Ça pouvait être aussi bien une habitation qu'un pont, que tout cela. Le sapeur donc était équipé en général. Là, il est en tenue de défilé, hein. Donc il a un tablier de cuir, il a des manchettes, il a une hache, ce qui est symbolique de son métier de charpentier, pour couper des arbres en forêt par exemple, mais en temps normal, il était équipé de tout ce qu'on peut avoir comme matériel, c'était soit scie, rabot, hache, tout cela qui est utile à un charpentier menuisier. Pour les travaux classiques et rapides, donc il était chargé pour la troupe. Donc c'était un homme qui avait en général pas mal de talent et pas mal de métier.